Bonsoir à tous et très heureux d'être avec vous ce samedi 5 octobre. Une journée bien de saison avec son ciel gris, sa pluie et ses étals garnis de légumes jaune-orangé. On vous promet de très belles rencontres gustatives à la foire aux saveurs d'automne. C'est à Pouillet-Français comme chaque année dans le Doubs. À la une également, l'inauguration officielle du tout nouveau stade des Tuffes de Prémanon dans le Jura. C'était jour de fête en terre de ski nordique à tout juste 100 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et puis masquez vos yeux pour éviter qu'ils ne pleurent. Il y a de l'oignon tout à l'heure au menu. Celui qui pousse au bord de la rivière l'Oignon, ça ne s'invente pas, dans la si belle commune de Montbozon en Haute-Saône. Le cardon, la courge patidou, le rutabaga. On adore se rappeler qu'ils existent, ces légumes un peu désuets et qui refont surface une fois par an à la célèbre foire aux saveurs d'automne de Pouillet-les-Vignes dans le Doubs. Un régal pour les yeux et les papilles, comme l'ont constaté sur place Laurent Ducrozet et Éric Debief. Pouillet-Français, rien que le nom de la commune fleure bon l'appellation. Ici, il vaut mieux avoir de l'appétit, car dès les premiers étals, on fait de drôles de découvertes. À Toté, donc c'est un gâteau de ménage de houdou salé qui est à base de crème au comté et de saucisses de morteau. Ce pain, c'est quoi? C'est du pain au cresson que j'ai trouvé sur un petit stand là, en bas de la fontaine. Ici, on trouve vraiment des choses originales. Hein. Je découvre, donc je goûte, je viens pour ça. Dans cette foire aux saveurs, il y a des légumes rares et parfois bizarres. Il y a surtout des maraîchers qui ont du goût. Je suis installé en maraîchage depuis 3 ans, je suis sur une petite surface. Donc moi, dans l'idée, c'est d'amener beaucoup de variétés sur cette petite surface et des trucs qui sortent de l'ordinaire. Dans cette commune, seuls les producteurs ont le droit d'avoir un stand. Et ça marche aussi pour la viande. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le mieux manger, le local. On a dans le camion du veau qui vient d'Adam et Vassavant. On a la productrice qui est là. Déjà, le veau est nourri avec du lait de vache, pas muselé. Comme ça, il est plus libre, voilà. Et les clients vous le demandent, ça? Ah oui, oui. Les gens sont très sensibles au bien-être animal. Et on était un peu les précurseurs. Parce qu'on a commencé à inviter des agriculteurs qui commençaient à faire un petit peu de transformation, du lait, etc., de la viande. Et on a mis le pied à l'étrier à une 50aine d'agriculteurs qui venaient régulièrement à la foire. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle maintenant des circuits courts. À Pouillet-Français, cet art du bien manger se cultive déjà depuis près de 30 ans. 30 ans que ça dure, donc à Pouillet-Français, non pas Pouillet-les-Vignes, vous l'aurez compris, ma langue a fourché, peut-être parce que je salivais déjà à l'idée de voir tous ces légumes. Allez, direction Prémanon, dans le Haut-Jura, où le stade des Tuffes a été inauguré officiellement tout à l'heure, après 3 ans de travaux et 6 millions d'euros investis, à tout juste 100 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est la ville de Lausanne en Suisse qui organise, et le stade des Tuffes, lui, accueillera plusieurs épreuves de ski nordique. Aline Bilinski, Jean-Stéphane Maurice. J-100. On salue Madame la Ministre. Venez. Roxana Maracineanu a fait le déplacement. Elle était venue lors des travaux de grande envergure, indispensables pour accueillir les JOJ, qui ont permis une véritable métamorphose du site, s'inscrivant dans le long terme. Et on lui demande C'est une chance que Lausanne, avec l'organisation des JOJ d'hiver, ait fait appel au Jura, ait fait appel à Prémanon, aux Rousses, pour organiser cette étape, parce que ça nous a permis de faire le magnifique tremplin que vous voyez derrière vous. Et pour le sport en France, c'est important de fournir des équipements à nos athlètes. On a quand même des champions olympiques en ski nordique, beaucoup en combiné, en saut, donc il faut qu'on soit à la hauteur en fait de l'investissement de nos athlètes. Nouveau tremplin de 95 mètres, 10 chalets pour les équipes, 1 kilomètre de pistes supplémentaires, de quoi combler les athlètes comme Anaïs Bescon qui fréquente le site assidûment depuis plus de 20 ans. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand le site s'est transformé, je disais on a cassé la montagne, mais en fait on ne l'a pas cassée, on l'a bougée. On est quand même capable de bouger les montagnes ici pour le sport. Et le sport et la jeunesse pour moi... c'est important. Tout est prêt désormais sur France pour accueillir l'événement réservé aux 15-18 ans. C'est la première fois dans l'histoire de l'olympisme que les organisateurs optent pour une collaboration transnationale. Pour Lausanne 2020, la volonté c'était d'organiser des jeux intelligents, d'aller chercher des partenariats, des collaborations. Voilà, on est à quelques kilomètres de la frontière. On n'a pas de tremplin de saut à ski en Suisse romande. Il y en a en Suisse allemande, mais c'est vrai qu'on est
est plus proche des TUF que de Einsiedeln. Le 10 janvier aura lieu au Rousse la cérémonie d'ouverture des JOJ et la ministre des Sports l'a promis, elle sera là. Les habitants de Ternuet dans les Vosges saunoises se déchirent depuis 15 ans autour d'un projet de carrière qui, selon ses détracteurs, menace directement l'environnement dans ce site classé Natura 2000 au pied du plateau des Mille Étangs. Une nouvelle manifestation a été organisée ce matin devant la mairie. Voyez ce reportage de Frédéric Buridan avec Antoine Laroche. Le slogan ne change pas depuis 15 ans. La détermination est la même pour lutter contre ce projet de carrière. Un long combat rythmé par des procédures judiciaires et c'est un panneau posé sur le possible futur site, sur le territoire de la commune de Ternuet, qui a ravivé les tensions. Un avis d'enquête publique. Alors ce matin, à la mairie, il y avait la commissaire enquêtrice chargée du dossier, l'occasion pour elle de prendre la température sur le terrain. Le projet était apparu en 2005 et on a gagné en 2007. Et maintenant, on se retrouve en 2019. Je vais justement lui remettre le jugement du tribunal administratif de Besançon. Elle ignore d'ailleurs que l'affaire est devant la cour d'appel. Donc la commissaire enquêtrice est venue à la demande du préfet, mais c'est tout. Elle ne sait rien de ce qui s'est passé en amont. Document en main, après un échange avec la gendarmerie, 4 opposants montent à l'étage de la mairie. La commissaire enquêtrice les y attend. Alors c'est un dossier qui divise, on sent une certaine tension. Un bref échange avec le maire présent qui n'a pas souhaité s'exprimer face caméra. Il nous précise que lui est toujours favorable à ce projet. À l'extérieur de l'hôtel de ville, les opposants restent présents sous la pluie, plus que jamais motivés contre ce projet. On vit là pour l'instant qu'on peut respirer, pour l'instant qu'il n'y a pas de poussière de fer dans l'air, pour l'instant qu'il n'y a pas des camions toutes les 15 minutes à transporter des tonnes de gravats. On vit là. Eux ne vivent pas là. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle enquête qui se relance ? Normalement, ils ont déjà toutes les données. Logiquement, toutes les données sont là. On va les réexpliquer. Le dossier de la carrière est loin, mais très très loin d'être fermé. Les opposants ont prévu de revenir les 21 octobre et 8 novembre, date de retour de la commissaire enquêtrice. Le procès de Randall Schwerdorfer aura lieu à Strasbourg le 23 janvier prochain, en 2020 donc. L'information nous a été confirmée tout à l'heure. L'avocat byzantin est poursuivi pour violation du secret de la défense dans le cadre de l'affaire Daval. À Besançon, la droite a dévoilé ce matin le nom du candidat pour les prochaines municipales. Et c'est Ludovic Fagot, 41 ans, vice-président LR du département du Doubs, qui prendra la succession de Jacques Gros-Perrin pour représenter le parti des Républicains. Ludovic Fagot, s'il est élu, promet plus de sécurité, un plus grand respect de l'environnement. Besançon n'a pas connu de maire clairement identifié à droite depuis 1919. On va tout mettre en œuvre, en tout cas, pour qu'on puisse fonctionner dans le cadre d'un projet qui aujourd'hui va pouvoir répondre aux Byzantins et aux Byzantines et même plus largement à la communauté urbaine. Quand vous abordez une ville historiquement à gauche, je crois qu'aujourd'hui le grand débat nous a montré que les clivages politiques étaient quasiment finis, même s'il y a des philosophies qui peuvent rester par rapport à cela. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de co-construire une communauté de projets pour répondre aux besoins des Byzantins et puis surtout répondre d'un côté pragmatique à leurs attentes. Faut-il s'inquiéter ou se féliciter de la nouvelle loi sur la PMA qui permet aux femmes seules ou en couple d'enfanter via la procréation médicalement assistée? On en débat demain matin à 11h25 sur notre antenne dans Dimanche en politique et on regarde tout de suite un extrait. Un donneur de gamètes n'est pas un parent et aucune filiation ne peut ni ne pourra être établie entre un donneur de gamètes et l'enfant qui serait éventuellement né de ce don. Vous êtes pour la GPA ou pas? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on exclurait les hommes de pouvoir être parents? C'est de l'exclusion. Donc au nom d'une égalité entre tout le monde, vous pensez qu'il faut... Mais sinon, les homosexuels ont toujours fait des enfants et feront toujours des enfants, de quelque façon que ce soit. Nous avions dit, cette ouverture de la PMA à toutes les femmes va inévitablement, d'ailleurs Gwendoline vient de le dire, poser la question de l'égalité entre les couples de femmes et les couples d'hommes et la revendication de la GPA. Tous ceux qui parlent de l'intérêt de l'enfant, il faut sécuriser un enfant né par GPA à l'étranger, il faut lui donner, bien sûr, l'intérêt de l'enfant doit, à mon avis, c'est par là que j'ai commencé le débat, c'est pour moi la seule boussole qui vaille, l'intérêt supérieur de l'enfant. En football, on savait que Clermont résistait rarement à Sochaux, et ça s'est encore vérifié hier soir au stade Bonal. Sochaux a signé une victoire magistrale 4-0 face à Clermont, donc, confirmant la très grande forme des jaunes et bleus en ce début de saison. Le compte rendu, Christophe Joly.
À tout seigneur, tout honneur. Le héros de la soirée, ce fut lui, Abdoulaye Sané. L'attaquant sochalien a vite donné le tempo avec ce premier but dès la 6e minute de jeu. Une passe de Jérémy Livolan, une vive montée au créneau et une belle concrétisation. L'entame du match fut donc parfaite. Dans son précaré, Maxence Prévost restera lui très attentif, parvenant à chaque fois à écarter le danger. Ses cages resteront d'ailleurs intactes, laissant le soin à ses coéquipiers de faire le show dans le camp adverse. À peine arrivé sur le terrain, Weisbeck trouve le chemin des buts clermontois à la 73e minute. Ne reste plus qu'à attendre Sané, de retour à la manœuvre, qui enchaîne 2 nouveaux buts à quelques minutes du coup de sifflet final. J'ai passé un bon moment, voilà, à regarder les joueurs répéter ce qu'ils travaillent toute la semaine. Et surtout, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on les voit se battre les uns pour les autres, que ce soit défensivement ou offensivement. En tout cas, ils nous donnent beaucoup de satisfaction, beaucoup d'émotions. On sentait que les Sochaliens étaient bien dans leur basket depuis déjà 3 matchs. Les voici 2e au classement général provisoire, ce qui équivaut à une formidable première médaille dans ce championnat. La suite sera à vivre le 18 octobre, après la trêve internationale. On le savait, défenseur de la cause des migrants en Méditerranée, on le découvre écolo. L'artiste Sepp, originaire de Belfort, peint des fresques monumentales directement sur l'herbe, tout en respectant la planète. Stéphanie Malorand et Nadine Lee ont voulu savoir comment il s'y prenait. Une bouteille en plastique usagée sur près de 1000 mètres carrés. Impressionnant. C'est du land art, la spécialité de Seipé. Son autre credo, défendre l'environnement. J'essaie d'impacter les gens ou la société sans impacter la nature. Donc j'ai développé tout un processus avec de la peinture naturelle. Et du coup, je fais une sorte de paradoxe parce que je vais laisser une bouteille en PET qui est finalement polluante, mais qui va disparaître avec la repousse de l'herbe, etc. Donc il y a un côté un peu paradoxal là-dedans. Je faisais du graffiti et du tag, et je me disais, il y a tellement de pollution visuelle dans nos villes qu'il n'y a plus personne qui les regarde. Et du coup, je me suis lancé à peindre sur l'herbe. Et puis pendant une année, j'ai cherché une recette. J'ai fait un peu apprenti chimiste. Je faisais des petits carrés dans le jardin de mes parents. Et je laissais la peinture évoluer. Je voyais laquelle fonctionnait bien ou pas. Une peinture 100% biodégradable. De la craie pour le blanc, du charbon pour le noir. Mélangée à de l'eau, cela donne des œuvres éphémères assez bluffantes et pas faciles à réaliser. On est sur des échelles qui sont monstrueuses. Et finalement, au niveau de précision, on est autour de 5 cm. On s'est déjà amusé à regarder à peu près. Donc finalement, je suis à la fois sur une échelle qui est énorme, mais aussi sur quelque chose d'hyper fin. Et effectivement, comme je ne suis pas sur une toile, je ne peux pas repasser. Si je fais un trait qui n'est pas bon, je ne peux plus retoucher. Au final, l'image est belle, surtout vue du ciel. La photo viendra orner un document d'une boîte de communication suisse. Seipé, lui, poursuit sa route. Il sera bientôt à Berlin pour une œuvre sur les 30 ans de la chute du mur. On poursuit notre route, nous aussi, direction Montbozon, en Haute-Saône, une commune charmante et gourmande à déguster sans modération. Elle cultive des oignons au bord de l'oignon à Montbozon. Outre le plaisir de nous offrir ce bon mot, Laurette Vuillerminaz conserve une variété ancienne de Haute-Saône. On va voir ça. Bonjour Laurette. Bonjour. Alors voici le fameux oignon de Montbozon. Les petits oignons de Montbozon. Donc ça c'est la récolte de l'été. Voilà, qu'on vendait pour les grainetiers, pour qu'ils distribuent, pour mettre dans votre jardin. Du coup, à la fin de l'été. À la fin de l'été, bon ben ça, on les plante et on a un gros oignon comme ça. Voilà. Ah oui. L'année d'après, on plante ça au mois de mars et après elle monte. Et au mois d'août, on cueille les amples et voilà la semence. Ah, ça voilà, c'est la graine. Les petits grains noirs. Donc il faut 3 ans pour obtenir une graine en fait. Voilà, 3 ans, oui. Et alors qui faisait ça? Qui s'occupait des oignons? Ici, c'était beaucoup les femmes parce qu'on ne travaillait pas. L'été, c'était chacun chez soi. Et puis l'hiver, non, c'était les soirées. On allait chez l'un, chez l'autre, selon ce que les grainetiers avaient commandé. C'était des bonnes soirées? Ah bah c'était des bonnes soirées, oui, c'est sûr. Tout le monde racontait ces histoires, c'était magique, c'est vrai. C'était jusqu'à quand ça?
Jusque les années 70. Et vous tenez à perpétuer la tradition, en tout cas la variété? La variété, parce que c'est de l'oignon qui se conserve. Vous pouvez faire de la soupe à l'oignon avec. C'est corsé, c'est bon. C'est goûtu. Ah oui, c'est pas de l'eau. Hein. Bah, bravo Laurette pour ça. Alors si nous on va aller casser la croûte là un petit peu. On a l'atelier des papilles. L'atelier des papilles. C'est magique là-bas. C'est l'ancienne biscuiterie et c'est merveilleux. Sur les rives de l'oignon, il y a de beaux et frais vallons. Il y a de beaux et frais vallons. Mais ce qui fait l'admiration, ce sont les gens de... Bonjour Béatrice. Alors il paraît qu'ici c'est l'ancienne biscuiterie de Montbozon. Voilà, ici on est dans l'ancien atelier, c'est pour ça qu'il y a encore les anciennes machines pour montrer ce que c'était avant. Alors comment vous êtes arrivée ici? Ah, c'est une grande histoire. Avant j'étais agricultrice pendant 20 ans et on produit du lait pour faire le gruyère, qui est fabriqué à Verchamp dans une petite fromagerie à 10 km d'ici. Et donc je voulais le faire découvrir aux locaux. Et donc j'ai eu l'idée de faire une boutique de produits locaux où je vends du fromage, de la charcuterie, de la viande, des légumes, des œufs, etc., de l'épicerie fine, et puis voilà. Et d'être dans l'ancienne biscuiterie, c'est une vraie valeur. Alors vous parliez de l'ancien four? Oui, alors il faut vous montrer ça. Le four des biscuits de Montbozon, qui était là bien avant moi. Donc il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de qui étaient cuits ici, et a priori au-dessus ils faisaient des grosses pièces type biscuits, cakes, etc. Et alors vous faites aussi du coup de la restauration? Alors oui, tous les midis avec mes produits. Donc c'est de la cuisine familiale, on va dire, c'est des petits plats tout simples. Vous connaissez l'histoire de chaque chipolata? Presque. Pas de chaque chipolata, mais je connais bien les producteurs de porc, donc je suis sûre de mes porcs. Bon alors, qui on pourrait aller voir maintenant à Montbozon? Alors, à Montbozon, il y a la maison Boudet derrière, donc peut-être aller voir Monsieur Boudet. Bonjour. Bonjour. Monsieur Boudet. Voilà. Bon. Bonjour. On nous a dit qu'il fallait quand même absolument pas quitter Montbozon sans avoir vu votre... C'est votre demeure du coup ici? C'est ma demeure, oui. Quand mes parents sont décédés, c'est moi qui ai hérité. Donc Et alors elle était dans cet état-là quand vous en avez Non, alors hérité? pas du tout comme ça. Là, ici, il y avait de l'herbe, là du béton. Et maison forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les accès étaient très réduits. Pendant la guerre, les gens venaient ici. Oui. D'accord. Ça a dû prendre beaucoup de temps de tout restaurer? Beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ah oui. Mais j'ai eu la chance, je suis militaire, je suis général, alors j'ai fait beaucoup de ma carrière en Allemagne. Alors le salaire en Allemagne était supérieur, on avait des primes. C'est pour ça quand les Allemands reviennent, je leur dis c'est vous qui avez payé. Il y a beaucoup de collections? Vous avez des... Oui, j'ai beaucoup de collections. J'ai des crucifix, les gens se rappellent surtout de ça. Bon, allons voir les crucifix. Je vais continuer. Ouais. Ah ouais? À gauche, là, oui. Ah oui! Donc, il y en a combien des crucifix, là? Peut-être 1000, non, c'est rien. Je n'ai pas compté. À l'origine, je collectionnais plutôt des objets, des casseroles, des choses comme ça, quoi, du marbre, pas des crucifix. Puis quand j'en ai eu, j'ai continué. Quand quelqu'un me donne un crucifix qui me dit c'est 1 euro, je ne peux pas résister, je lui achète. Quoi. Ah bah oui, c'est ouais. Un crucifix à 1 euro, c'est irrésistible. C'est mieux. Merci beaucoup. Ouais. Vous voulez monter, non? Oh bon, oui, alors. On a visité les moindres recoins de la maison forte, ça aurait été dommage de passer à côté. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ça, on vous le confirme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Franche-Comté. À suivre l'édition nationale avec à la une la piste terroriste confirmée concernant l'attaque qui a fait 4 morts à la préfecture de police de Paris. L'auteur de l'attentat était proche de la mouvance salafiste. Et puis 2000 personnes ont participé à une marche blanche à Pantin, en banlieue parisienne, en hommage à la directrice d'école qui s'était donné la mort sur son lieu de travail il y a 12 jours. Je vous quitte sur ces images étonnantes. Le festival Jacques Brel de Vesoul propose des concerts et le public est invité à faire la sieste tout en écoutant ces concerts. 3 nouvelles représentations sont prévues demain au théâtre Edwige Feuillère. Passez une excellente soirée sur France 3 et surtout faites de très beaux rêves. La